Alors, merci, je vais essayer d'être le plus bref possible, de m'en rapporter essentiellement à mon écrit. La première chose, c'est que je voudrais remercier mademoiselle Marie Soyer, qui est une étudiante en Master 2 de monsieur le professeur Olchak, qui m'a beaucoup aidé pour la recherche des articles, pour discuter avec moi et mettre sur le papier l'écriture. C'est pour ça que j'ai tenu à ce que apparaisse et figure son nom sur mon papier, avec sa collaboration, avec sa participation active. Voilà, je tenais à la remercier pour son travail et puis pour sa performance intellectuelle avec moi. Voilà. Alors, maintenant, on a beaucoup réfléchi justement au titre, la garantie de droit individuel et SAFER, en essayant de faire quelque chose d'assez accrocheur et en allant sur la notion de garantie des droits individuels qui renvoie nécessairement à la théorie des libertés individuelles, ce que le juge va venir contrôler dans le cadre d'un contentieux qui, je le redirai, s'apparente quand même beaucoup au contentieux de l'excès de pouvoir face justement à la décision administrative. Parce qu'elle a quand même toutes les caractéristiques, cette décision de la SAFER, cette décision d'appréhension, elle a toutes les caractéristiques d'une décision administrative. Alors, deux, trois petits points comme ça introductifs. Le sujet d'analyse, quand on le retourne, il est fort intéressant. Vraiment, les SAFER, c'est quelque chose qui, pour le juriste, le praticien et celui qui veut aller un peu au-delà de ces dossiers, révèle des aspects intellectuellement satisfaisants à l'étude, à l'analyse. Parce qu'il renvoie à des questions, je dirais, presque philosophiques. La question qui vient immédiatement, c'est la question de la propriété. La propriété, sa définition entre celle du contrat social de Rousseau et puis ce qu'on a pu en écrire, au contraire son caractère considéré comme sacré et inviolable dans la Constitution, et puis après tout ce qu'on a pu en écrire au XIXe siècle et puis au XXe siècle. Tous les auteurs de droit civil et les constitutionnalistes aussi se sont penchés sur cette question de la propriété, et quand on travaille sur la question des SAFER, forcément on est amené à se prononcer, à réfléchir sur cette question-là. J'ai voulu d'ailleurs citer un passage d'un article du professeur Foyer que j'avais trouvé assez remarquable. C'était un éditorial de la revue de droit rural où vous parliez, je crois, d'un caractère un petit peu d'immanence de la propriété. Je trouve que c'était très très bien. Il y a cet instinct de possession qui est au-delà de chacun. Je me faisais la réflexion d'ailleurs, on se demandait pourquoi les GFA collectifs ne marchaient pas, parce qu'à mon avis la propriété ne se partage pas et on la veut pour soi. C'est pour ça, c'est l'instinct de possession. Donc ça, ça c'est mon idée. Alors voilà ce principe de la question de la propriété et puis son atteinte, puisque comme le disait notre ami Bernard Peignot, effectivement l'appréhension constitue, il le disait immédiatement, une atteinte. La question est de savoir si celle-ci n'est pas disproportionnée. Et puis la question aussi de l'intérêt public. L'intérêt public, puisque la SAFER est, semble-t-il, au cœur d'un intérêt public, qui se trouve d'ailleurs défini dans cet article L143.2. Il y a une définition d'un intérêt public. Mais est-ce qu'on peut définir un intérêt public? Est-ce qu'on peut définir une utilité publique? Est-ce qu'on peut en faire une liste? Y a-t-il un intérêt public? Certains répondraient, et pas des moindres, notamment les grands théoriciens de la pensée libérale, par exemple Adam Smith, que l'intérêt public n'est que la somme des intérêts privés. D'autres diraient, et il y a des citations comme ça qui sont agréables, un concert harmonieux n'est que le résultat de notes discordantes. Donc les vices privés sont à la source de l'intérêt public et il n'est nul besoin de venir établir sur des textes ou des articles du Code rural l'intérêt public. Les intérêts privés vont eux seuls y contribuer par leur contradiction. Donc voilà cette réflexion. Alors on a cet article et il faut faire avec sur l'article L143.2. Et puis la question aussi de l'interventionnisme. La question de l'interventionnisme et de l'effet de l'interventionnisme et de l'outil de l'interventionnisme, la régulation, je ne dirais pas de rigide, mais de l'outil de l'institution d'intervention, sa création, et ensuite, une fois qu'elle est créée, sa perpétuation et le fait que l'institution veut se perpétuer, elle veut se survivre, elle a un besoin de
de ne pas, en réalité, d'aller au-delà des buts qui ont été affichés initialement. Je rappelle quand même qu'un des buts essentiels des SAFER, c'était le remembrement, et que le remembrement, il y a quand même, bon, je ne vais pas faire sursauter, mais il y a belle lurette qu'il est à peu près terminé dans notre pays, et donc c'est un des éléments qui doit faire réfléchir. L'institution veut se perpétuer et veut survivre à la fin du remembrement. Voilà ces trois questions, ça me semblait intéressant, et c'est pour ça que moi, dans ma pratique, je suis intéressé par ce sujet. Je suis intéressé par ce sujet, alors que quand j'étais étudiant, je suis passé à côté. Je suis passé à côté parce que il y a des masters, des DEA à l'époque, qui étaient des DEA spécialisés, et moi je n'étais pas dans un DEA de droit rural, j'étais dans un DEA sous la direction du professeur Foyer de droit international, économique, et par contre dans l'enseignement initial et général, on aborde cette question des SAFER alors qu'elle révèle toute une série d'éléments intellectuels, était passé totalement inaperçu. Le seul moment où j'ai pu avoir cette indication sur les SAFER, c'est dans l'enseignement sur les contrats spéciaux qui était donné à Toulouse par le professeur Barbieri et qui utilisait le manuel de Mallory et Enès, qui en parlait très peu en fait, mais alors que souvent Mallory et Enès, moi c'est un des ouvrages que j'ai le plus apprécié, les contrats spéciaux, ils ne sont pas avares de commentaires. Ils ne sont pas avares de faire remonter à partir de la règle à des idées plus importantes et justement d'aller au-delà. Et c'est ça qui est quand même intéressant. Mallory et Enès, en ce qui concerne les SAFER, ils sont très peu prolixes. Ils en font 2 ou 3 paragraphes et ils se bornent à indiquer qu'il s'agit d'une utilité publique, en donnant quelques modalités. Et donc, voilà, c'était quelque chose, quand on ne va pas dans un parcours universitaire spécialisé, on passe un peu à côté, et on passe à côté de quelque chose qui constitue quand même une exception véritablement digne d'intérêt et d'analyse. Digne d'intérêt et d'analyse parce que, encore une fois, la SAFER et puis ses prérogatives de puissance publique, déjà, il s'agit d'une société qui va être délégataire de la puissance publique et qui va exercer la préemption. Une société, alors, bon, ça, on est au-delà du sujet, une société dont le capital est réglementé, mais réglementé de manière relativement lâche, il faut le noter. Ce n'est pas l'autorité publique, ce n'est pas, par exemple, l'autorité, ce n'est pas la démocratie territoriale, ce n'est pas la mairie, ce n'est pas le département. On n'a pas à la base de cette société une élection. Et ça, c'est quand même un point qui doit être noté. Il s'agit d'une société qui est délégataire de prérogatives de puissance publique et elle va exercer des pouvoirs absolument exorbitants et par le droit de préemption et ensuite par le pouvoir de rétrocéder. Et on va aller justement par rapport à ces droits individuels et la garantie des droits individuels et libertés individuelles. Et d'ailleurs, tout le contentieux est celui relatif à la préemption. Mis à part quelques arrêts qui ont pu être rendus sur les décisions qui fondent le droit pour la SAFER, le décret qui l'autorise à préempter pendant 5 ans, voilà, on a 1 ou 2 arrêts, mais l'essentiel des arrêts qu'on retrouve sont naturellement toujours par rapport aux décisions de préemption ou de rétrocession de la SAFER. Et c'est ce contentieux, pour le résumer, finalement, c'est le contentieux du contrôle par le juge des droits individuels du citoyen, de l'acquéreur évincé. Le citoyen, j'entends l'acquéreur évincé, ou le propriétaire-vendeur. C'est donc le contentieux de la défense de libertés individuelles, et notamment de savoir jusqu'à quel point on peut porter atteinte, et dans quelles conditions, au droit de propriété. Voilà.